Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques, Théorie. Physique. philosophie, Conférences. Archéologie. environnement, Nature. Mario Mancini est professeur à l'université de Bologne. C'est un très grand spécialiste de la philologie romane et de la réflexion sur la philologie romane. Il dirige par ailleurs une collection célèbre en Italie qui met à disposition des textes médiévaux pratiqués. Et il nous parle cet après-midi avec un titre qui met en haleine « Moelleuse sentence, lire le roman de la rose ». Professeur Mancini, c'est à vous. Alors, le formidable roman de la rose, si l'on pense surtout à Jean de Meung, je vais essayer d'analyser un moment de sa fortune, une fortune extraordinaire, comme on sait, pour le XIVe siècle, il y a le livre de Badel, mais il y a des moments qui sont moins connus. Un moment à la fin du XVIe siècle, Étienne Pasquier. Pour commencer, un mot de Léo Spitzer qui nous accompagne à réfléchir sur les modalités de textes, de vieux textes, de textes dont on parlait ce matin, Michel Zinc, et bon, on est revenu sur ça dans d'autres communications. Léo Spitzer a toujours insisté avec son empirisme tenace, sa nature inquiète et mobile, sa merveilleuse sensibilité sur le recours obstiné aux inspirations de la lecture. Dans la note numéro 1 de son essai sur l'effet des sourdines dans les styles classiques Racine, nous lisons « J'ai réuni mes exemples sans utiliser le lexique de la langue de Racine de Marty-Lavaux et sans autre bibliographie que le livre de Fossler, un livre seulement. Cela seul me permettait une observation spontanée de la langue des Racine. Dadurch allein war eine spontane Beobachtungsmöglichkeit der Sprache Racines gegeben. Mais à bien voir, la lecture primaire, spontanée, est de nature réfléchie. Et Spitzer le savait bien. Encore Spitzer, si nous jetons un regard en arrière sur tout le processus de l'interprétation, comment pourrions-nous fixer son exact commencement? Même le premier pas était prédéterminé. En fait, nous voyons que lire, c'est avoir lu, que comprendre équivaut à avoir compris. Fin de la citation. Spitzer nous propose donc une méthode circulaire, une compréhension circulaire. Il emploie beaucoup de fois Zirkel im Verstehen, qui est justement un cercle dans la compréhension. Et il cite Wilhelm Dilthey et l'herméneutique de l'historismus et en même temps de l'expérience vécue, de l'Erlebnis. Dans cette perspective, l'histoire de la fortune de vieux textes, des textes du Moyen-Âge, à plus forte raison, comme réflexion sur les modalités, sur les motivations, sur l'expérience, l'Erlebnis justement des lecteurs d'autrefois, peut contribuer à l'interprétation. Je voudrais aujourd'hui essayer d'illustrer un épisode de l'histoire de la fortune du roman de la rose. Histoire, comme nous savons bien, particulièrement riche. Les moments principaux avant l'édition de Martin Méon 1814, qui ouvre le moment moderne de l'interprétation. Avant, nous avons justement la querelle, au commencement du XVe siècle, Jean Molinet avec sa tradition en prose, et pour le XVIe siècle, Clément Marot, ou le pseudo-Marot, il y a des gens qui
ne sont pas d'accord justement avec l'attribution à Marot de remaniement, et les commentaires et les jugements de Claude Fauché et d'Étienne Pasquier. Pour le XVIIIe siècle, l'édition, le moment plus important, peut-être l'édition de l'Anglais du Freinet du 1735. J'ai choisi Étienne Pasquier et je voudrais essayer d'analyser son expérience esthétique du roman de la Rose, qui est strictement liée, il me semble, à la querelle du roman de la Rose et à l'œuvre de Rabelais. Le nom d'Étienne Pasquier est lié à ses considérables recherches de la France. Le livre premier, 1560, et l'édition posthume, 1621, c'est le livre de sa vie. On a maintenant l'édition chez Champion de Marie-Madeleine Fragonard et François Arrudeau. Ce sont 3 volumes de 2300 pages. De recherches sont un savant et curieux vagabondage à travers tout l'inexploré des sciences historiques et philologiques qui jouira d'une grande considération. On peut rappeler Bayle, Mably et Montesquieu. Historien, polygraphe, philosophe, Pasquier dédique 3 longs chapitres du livre 7, qui 1607, au commencement du XVIIe siècle, de recherche à la poésie française, et il parle aussi du roman de la Rose. Dans son admiration enthousiaste pour Guillaume de Loris et Jean de Meun, Pasquier eût préféré que Clément Marot, je cite, par une bigarrure de langage vieux et nouveau, n'eût voulu habiller à la moderne française le roman de la Rose. Sensible à la saveur du vieux langage, il est sans doute l'un des premiers à protester contre la mise au goût du jour des ouvrages anciens et à réclamer des éditions fidèles au texte original. Pasquier cite souvent le roman de la Rose. La plupart des citations sont faites pour indiquer l'essence de quelques vieux mots, mais il vise aussi à saisir avec des expressions formant admiratives l'essence du roman. Guillaume de Loris et Jean de Meun, moi je les opposerais volontiers à tous les poètes d'Italie, soit que nous considérions ou leur moelleuse, en français moderne, sentence, ou leur belle locution, encore que l'économie générale ne se rapporte à ce que nous pratiquons aujourd'hui. Recherchez-vous la philosophie naturelle ou morale, elle ne leur défaut au besoin. Voulez-vous quelques sages traits, le voulez-vous de folie, vous y en trouverez à suffisance, traits de folie, toutefois dont pourrez vous faire sage. Il n'est pas que quand il faut repasser sur la théologie, il se montre ni être apprentif. Il y a 2 expressions qui attirent l'attention. Moelleuse sentence et théologie. Moelleux, et moelle, moelleux, moelle, en français moderne, du latin medulla, signifie justement doux, mou, savoureux, mais dans le contexte qui parle de philosophie naturelle et philosophie morale, d'une sagesse qui est folie, d'une folie qui est sagesse, pourrait faire allusion à une moelle substantifique, on pense évidemment à Rabelais, pourrait évoquer la grande question du contenu caché d'une œuvre. Mais procédons par degrés. Medulla est bien dans la tradition de l'herméneutique médiévale. Est l'une des métaphores les plus répandues pour rendre compte de la relation existant entre le sens littéral cortex et le sens allégorique medulla et moelle. Les modalités de cette herméneutique sont bien connues grâce aux travaux substantiels de Bruyne, Lubac, Pauline Demas, Fabula, Peter Dronke, Fabula, Jauss, Armand Strudel. Pour l'exégèse chrétienne, il s'agit de saisir la polyvalence des éléments signifiants du texte sacré, d'articuler et de confirmer la vérité de la foi.
lettres allégories dont la typologie va figura de Auerbach, la tropologie et l'anagogie, qui représentent les filles de la sapientia divine. Si la quête du sens spirituel dans la Bible permet d'accéder à la totalité du sens, les choses sont bien différentes pour la récupération chrétienne des grands classiques païens, Virgile, Platon, Ovide. L'essence littérale de ces textes, soumis à la rigorèse par les théologiens, n'est jamais que fabula, fiction agréable que l'on tolère pour son coefficient de vérité. Les fables païennes renferment, sous leur dehors futile et souvent scandaleux, une moelle que peuvent enfin extraire les générations éclairées par la foi. Mais au XIIe siècle, une thèse plus radicale gagne en faveur. Les grands anciens possédaient la connaissance et l'auraient délibérément voilée. L'essence littérale peut cacher une vérité plus profonde et d'un autre ordre. Aliud dicitur, aliud significatur. La fable de Virgile, d'Ovide, enrobe dans son involucrum des vérités morales naturelles, elle est à sa manière une démonstration plus faible que l'argumentation logique, mais plus profondément émouvante et plus universellement compréhensible. Bernard Sylvestris donne une définition expresse excellente d'involucrum et de son synonyme à cette époque, integumentum. Integumentum est genus demonstrationis sub fabulosa narratione veritatis involvens intellectum, qui enrobe l'intelligence et la vérité. Unde involucrum dicitur. La fabulosa narratio, où l'involucrum enrobe l'essence profonde d'un texte, triomphe avec le roman de la Rose. Avec l'expression moelleuse sentence, Pasquier pense-t-il aux vérités secrètes du roman, à son programme philosophique, à l'intention de l'auteur. Jean Demain écrit volontiers glose, glosé, et on ne pourrait être plus explicite, n'hésite pas à employer les mots qui caractérisent la machine allégorique, écorce et moelle. Tant qu'en pierre et seigneurie ne peut géant montrer sa force. Or, vos édits du son l'écorce qui fait l'intention répondre, or en veille la moelle épondre, écorce et moelle. Encore, dans un passage décisif, nous lisons « Fable obscure, les intéguments et secrets des philosophies ». C'est le vers 7132 et suivant. C'est Raison qui parle à propos du mythe de Saturne et de l'âge d'or, et qui bien entendrait de la lettre les 100 verrouettes dans l'écriture qui éclaircissent la fable obscure. La vérité, je passe, bien l'entendra, c'est bien répète, les intéguments als poète, la verra une grande partie des secrets des philosophies. Fable obscure, les intéguments et secrets des philosophies, donc. Pour l'importance de la fabulosa narratio dell'integumentum, de l'intention secrète qui caractérise certains grands textes du Moyen-Âge européen, on peut recourir à un magnifique essai de Leo Spitzer, Zur Auffassung der Kunst der Sazipreste Deita, 1934. L'essai est bien connu, ça va sans dire, par les hispanisants qui s'occupent du libre bon amour, mais sa portée est bien plus vaste. Spitzer, à partir des réitérés appels au lecteur, entiende bien mis dichos, entiende bien mi libro, la maniera del libro entiende la sottile, veut éclairer les motifs du contenu caché que l'Arcipreste élabore avec tant d'insistance.
que según buen dinero yacen vil correo, correo c'est la bourse, así en feo libro yace saber non feo, c'est en espagnol, très simple. Sulla spina yace la rosa, noble flor, so fea letra yace saber de gran doctor. Et encore, il emploie decir encubierto, razones encubiertas. Spitzer appuie son argumentation sur d'autres exemples et cite Symptômes de Carrion, où l'on trouve mucha sotil glosa, calile dimna. Si el entenduto alguna cosa leer de este libro, si le sage prend dans ses mains ce livre, il doit entendre ce qu'il lit et il doit savoir qu'il y a un sens caché et que sepa que ha otro sesso encubierto. Et naturellement, il cite le roman La Rose et le grand prologue du Gargantua, rompre l'os et succès, la substantifique moelle. Les prologues, justement, parlent de doctrines plus absconses, du sens littéral, on ne peut pas rester là. Mais c'est curieux, les prologues, l'interprétation du prologue a été très controversée. Quelqu'un a mis en doute l'interprétation du sens caché. Edwin Duval et Gérard Defoe ont réexaminé l'interprétation des prologues et en dépit, la conclusion est en dépit d'une inspiration et d'une méthode de composition folâtre et joyeuse, le livre contient bien cette moelle, ces autres matières et sciences profondes dont l'auteur ne cesse de proclamer l'existence. Mais pourquoi ces deux niveaux, l'os qu'on doit rompre pour arriver à la médulla, pourquoi cette insistance sur le secret? On pourrait réfléchir sur ces modalités d'écriture qui impliquent un contenu caché, roman de la Rose, intéguments, secret des philosophies, ce sont les mots de Jean de Meung, Libre buen amor, decir encubierto, razones encubiertas, Rabelais, os et moelle, à la lumière de thèses radicales de l'historien de la philosophie politique Léo Strauss, dans La persécution et l'art d'écrire, Persecution and the Art of Writing. Léo Strauss parle du pouvoir et de l'écriture. La persécution ne peut pas empêcher, je cite, l'expression publique de la vérité hétérodoxe, car un homme de pensée indépendante peut exprimer ses vues en public sans en souffrir, pourvu qu'il s'y prenne avec circonspection. Et il indique ça avec écrire entre les lignes. La recherche historique moderne, née en temps où la persécution était devenue l'objet de souvenirs confus plutôt que d'une expérience contraignante, a neutralisé ou même détruit une tendance plus ancienne à lire entre les lignes de grands écrivains ou à attacher plus de poids à leur dessin fondamental qu'aux idées qu'ils exprimaient le plus souvent. Léo Strauss implique dans son discours une réflexion continue sur les rapports entre la politique, il appelle la cité et le savoir, la philosophie, Platon, Machiavel, Maïmonide, Avicenne, Montesquieu, Lessing. Sa thèse, écrire entre les lignes, qui a été accusée, bien sûr, d'être d'une ingéniosité perverse, ces arguments me semblent fascinants. En Italie, les œuvres de Léo Strauss suscitaient un débat très soutenu et je crois en France aussi, il y a 2 volumes dans Gallimard-Tel. Un seul exemple. D'Alembert, dans son éloge de Montesquieu, sous l'apparente obscurité de l'esprit des lois. Ce qui serait obscur pour le lecteur vulgaire ne l'est pas pour ceux que l'auteur a eu en vue. D'ailleurs, l'obscurité volontaire n'en est pas une. Monsieur de Montesquieu, ayant présenté quelquefois des vérités importantes, dont l'énoncé absolu et direct aurait pu
blessé sans fruit, a eu la prudence de les envelopper et par cet innocent artifice les a voilés à ceux à qui elles seraient nuisibles, sans qu'elles fussent perdues pour le sage. Fin de la citation. Enveloppé, voilé sont les mots codifiés dans la tradition de l'herméneutique allégorique. Voilà donc une alliance imprévue et formidable entre les deux lions, Leo Spitzer et Leo Strauss. Mais revenons à Pasquier. Tout ce qu'il dit sur le roman de la Rose, dans la page que je viens de citer, la philosophie naturelle et morale, la sagesse qui est folie, la folie qui est sagesse, la théologie et aussi les moelleuses sentences qu'on peut associer à la substantifique moelle de Rabelais. Tout ça valorise l'intention de Jean de Meung, son ambition philosophique, sa stratégie, son dessein. On le comprend encore mieux à la lumière de la querelle du roman de la Rose. Les deux illustres opposants à Jean de Meung ont été, comme chacun sait, Christine de Pisan et Jean Gerson. Les défenseurs du poète, les frères Gontier et Pierre Coll et Jean de Montreuil. Querelle qui a justement retenu l'attention de la critique en compte des dizaines d'interventions et qui constitue le background implicite mais décisif, je crois, du jugement de Pasquier, il y a 2 siècles après. Le débat porte d'une façon assez sensationnelle sur le dessin du roman de la Rose, sur ses idées et sur les effets de sa lecture. Or, les idées de Jean de Meung et sa façon de les présenter trouvent la critique moderne, des siècles plus tard, profondément divisée. On pourrait dire la querelle continue avec des modalités plus civiles, heureusement. Avec Cotel, on a pu écrire rien, je cite, rien ne permet de douter de sa volonté de Jean de Meung d'être un fils respectueux de l'Église. Ces thèses sont, je cite encore, un florilège de sentences morales tout à fait banales, sont un exemple de syncrétisme entre la tradition antique et la doctrine chrétienne. Il n'y a là rien de novateur. D'autres, comme le père Gérard Paré, déjà, en soulignant le rapport avec l'aristotélisme hétérodoxe, ont parlé d'un esprit antichrétien. Je cite Paré, « Quiconque lit attentivement la seconde partie du roman La Rose ne peut s'empêcher d'y noter une très grande différence entre les doctrines spéculatives et l'esprit qui les anime d'une part, les idées morales et leur opposition systématique à la loi chrétienne d'autre part. » Fin de la citation. La silhouette d'un Jean de Meung hétérodoxe se dessine avec des contours plus définis dans les années récentes grâce aux travaux des historiens de la philosophie médiévale qui ont étudié l'aristotélisme du XIIIe siècle. Une cohorte formidable, franco-italo-allemande, Alain de Libera, Kurt Flasch, Rudi Imbach, Luca Bianchi. Alain de Libera, je cite, « Il n'est pas une somme de théologie, pas un commentaire philosophique qui ne se meuve dans l'espace intellectuel ou conceptuel déterminé par l'interprétation arabe d'Aristote. » La condamnation parisienne de 1277 a été étudiée avec acuité et avec passion. Il faudrait vérifier ce que tous ces nouveaux acquis de la recherche dans ce domaine peuvent signifier pour l'interprétation du roman de la Rose. On voit déjà des changements considérables dans la critique. On ne paie plus d'attention à la subtilité des arguments philosophiques, aux stratégies de l'écriture. Ainsi, Daniel Heller-Rosen, il est là, Fortune's Faces, The Roman de la Rose and the Poetry of Contingency, a démontré que Jean de Meung, avec la figure des miroirs perdurables qu'il emploie quand il parle de la relation entre éternité divine et temporalité humaine, opère
a striking revision of theological doctrine. Et on pourrait profiter aussi, je crois, pour le roman La Rose, des analyses qui ont mis en relief l'aristotélisme du Libro Buen Amor. Je pense, par exemple, a Francisco Rico, por haber mantenencia el aristotelismo heterodoxo nel Libro Buen Amor. La querelle, je disais, constitue le background du jugement de Pasquier et, à bien voir, est un épisode crucial pour l'interprétation moderne du roman de la Rose, la nôtre aussi. C'est précisément grâce aux attaques d'un Gerson et grâce aux arguments de ses défenseurs que le dessin du roman de la Rose a pu être apprécié à juste titre. Gontier-Coll présente Jean de Meung comme solennel maître, docteur, un saint de théologie, philosophe très parfait, excellent, encore haut philosophe, très excellent docteur. Jean de Montreuil, son ami, à mesure que je sonde toujours plus attentivement les trésors de mystère, le mystère des trésors, c'est une lettre en latin, destinateur, inconnu. Et il parle quo magis magisque pescrutor mysteriorum pondera, justement, ponderumque mysteria operis illius profundi, et c'est pourquoi je m'interroge avec le plus vif étonnement quant à l'influence et à l'humeur ou au motif qui a pu pousser les destinataires inconnus à juger que cet auteur si instruit, si savant, avait parlé trop légèrement comme un bouffon ou un imbécile. Disertissimo accentificissimo actorem, levit arnimis sculiriterve aut inepte locutum fuisse. Censuisti. Philosophie, théologie a noté ainsi mysteria, l'essence cachée. Ce sont les mêmes mots, philosophie, théologie, mysteria, les mêmes mots, les mêmes arguments que 2 siècles plus tard, nous lirons dans les recherches de la France d'Étienne Pasquier, qui sont du 1607. 2 siècles dans lesquels de tenaces subtils admirateurs du roman La Rose ne font pas défaut. On pourrait tracer une ligne, établir une sorte de généalogie. Frère Coll avec Jean de Montreuil, Molinet, Clément Marot, Fauché, Pasquier. Molinet, qui a prétendu moraliser le roman La Rose, le réduire à moralité, comme il dit, l'interpréter dans un sens chrétien et mystique, Molinet polémique quand même contre Jean Gerson. Vérité que maître Jean Gerson, fort autorisé en théologie et de très claire renommée, à la requête et faveur d'aucune notable dame, composant un petit livre intitulé « La réprobation du roman de la Rose ». Mais, en ce faisant, il s'arrêta sur le sens littéral. Gerson est comparé à des pauvres innocents, ignorants, en raison de l'incapacité à percevoir les doubles sens du texte et assimilé en enfant qui essaie de croquer une noix et qui finit par la cracher et la fouler à ses pieds, négligeant par là, je cite, les cerneaux moult bonnes et fort friands. Les cerneaux est l'équivalent de la médulla. Marot a recours à la doctrine des sens multiples pour défendre Jean de Meung, pour le justifier de toutes les accusations portées contre lui. Pas le sens littéral important, mais le sens allégorique et moral, comme l'un disant et entendant l'autre. Fauché. Claude Fauché possédait au moins 3 manuscrits du roman La Rose. Dans son recueil de l'origine de la langue et poésie française, 1581, il cite très souvent le roman pour préciser le sens de vieux mots.
Fauché ne mentionne pas Jean Gerson, mais parle de l'opposition suscitée contre le roman par, je cite, une partie des dames des cours mal renommées, moines, hypocrites et autres gens vicieux qu'il avait taxés en ses livres. Fin de la citation. Pourtant, la popularité du poème était grande, je cite encore, malgré les prêcheurs et théologiens, mari de ce qu'il était trop manié et appris de toutes sortes de gens. Fin de la citation. Ce n'est pas dénué d'intérêt remarquer que soit Fauché et Pasquier sont des parlementaires. Sur le plan politique, les parlementaires représentent un courant extrêmement important. Il affirme la nécessité du contrôle du pouvoir royal. De toute ancienneté, le royaume de France a prospéré parce que le roi s'est toujours soumis aux lois et aux sages remontrances du Parlement. Ils soutiennent le principe du nécessaire partage du pouvoir. Pasquier défend aussi la liberté de l'université et cite encore le roman de la Rose. Si n'était la bonne garde, l'université qui garde, etc. Encore, et pour conclure, la querelle. Du côté des opposants, avec Christine de Pisan qui défend vigoureusement la dignité des femmes, la pudeur et les bienséances, nous trouvons Jean Gerson avec son résolu, indigné, menaçant traité contre le roman de la Rose. Mais 1402. Gerson dénonce toute la fiction poétique du roman, qui est extraite du grand Alain, c'est Alain de Lille, mais corrompument, surtout à cause de l'ordure de toute charnalité. Une chose abominable, perverse est à ses yeux le mélange de sacré et de profane. Je cite, il, Jean de Meung, en sa personne, nomme les parties déshonnêtes du corps et les péchés hors et vilains par paroles saintes et sacrées, ainsi comme toute telle œuvre fut chose divine et sacrée et à adorer. Nous lisons dans l'automne du Moyen-Âge le grand livre de Johann Huizinga, je cite, ici donc, dans le roman de la Rose, et consciemment, les motifs sexuels étaient placés au centre même du poème et enveloppés d'un tel mystère, revêtus d'un caractère si sacré qu'il n'était pas possible de porter un plus grand défi à l'idéal religieux. Et encore, c'est comme si la poésie érotique devait chercher à tout prix ce contact avec les choses saintes dont l'avait privé la religion chrétienne. Fin de la citation. Gerson redoute et dénonce les chaos informe, la babylonica confusa, c'est du latin. Cette magnifique définition est dans une réponse latine de l'hiver de 1402. Le roman de la Rose qui a l'ambition de se présenter comme un cosmos et qui surtout est capable de capturer les esprits avec ses digressions en assemblant matières diverses, avec ses mots, avec son style, et c'est toujours Gerson, qui sait peindre curieusement et richement. Gerson redoute et dénonce des parties de la caresse en latin et des parties en français. Gerson redoute et dénonce les fables et le mythe. Je cite, « Et que telle œuvre soit pieure que celle d'Ovide, certes je le maintiens, car l'art d'amour, laquelle écrit Ovide, n'est pas seulement tout enclose en 10 livres, mais sont translatés, assemblés, tirés comme à violence et sans propos, autres livres plusieurs, tant d'Ovide comme des autres qui ne sont moins déshonnêtes et périlleux, ainsi que sont les dits d'Héloïse et de Pierre Abélard,
et de Juvénal, et des fables feintes de Mars et de Vénus et de Vulcanus et de Pygmalion et d'Adonis et autres. Mars, Vénus, Pygmalion, Adonis, et on pourrait ajouter Saturnus, Jupiter et tout le mythe de l'âge d'or, que vous savez revient 5 fois dans le roman de la Rose. Si Paré pouvait écrire à propos des fables, je cite, « Il ne semble pas que nous devions voir dans ces mises en scène païennes autre chose que de la rhétorique et l'intention de vulgariser la littérature latine classique, sans impliquer pour autant une option philosophique. Hans Robert Jauss, avec la catégorie de Remythisierung et Amand Strubel, ont montré que les fables et les mythes sont intégrés dans le dessin du roman de la Rose. Vénus, l'âge d'or, Pygmalion. Le mythe en général garde le pouvoir de nous affecter encore, et le terrain d'une poétique profane, païenne et voluptueuse. De là la terreur de Jean Gerson dans ce que j'ai cité avant. Poétique profane, païenne, comme argumente admirablement Hans Blumenberg dans Arbeit am Mythos. Blumenberg célèbre, je cite, d'après la présentation d'ensemble La raison du mythe, Gallimard 2005, je cite, sa liberté débridée, sa prolifération presque fantastique, qui semble avoir le naturel et l'absence de violence de ce qui est organique, qui semble posséder l'évidence de ce qui aurait toujours été là. D'après un mot de Sallustios, le contemporain et ami de l'empereur Julien, dans son livre « Le Dieu des dieux et du monde », le mythe parle de ce qui n'a jamais eu lieu, mais cependant est toujours. Sur le terrain de la liberté formelle du mythologue, pour Blumenberg, on rencontre Nietzsche. Je cite, « L'affinité de Nietzsche avec le mythe naît du fait que la norme de la vérité lui est devenue problématique. Les poètes mentent, les mots se voient réhabilités. La légèreté d'esprit avec laquelle le mythe se laisse surprendre au milieu de ses incohérences représente un stade archaïque précédant le devoir de vérité. Les plus grands philosophes grecs vivaient encore entièrement dans cette justification du mensonge. Là où l'on ne peut rien savoir de vrai, le mensonge est permis. La fascination du mythe, et ici Blumenberg suit Jakob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, venait justement de ce qu'il suffisait d'y jouer, d'y participer le temps du jeu, d'y croire momentanément, sans qu'il devienne norme et profession de foi, sans qu'il devienne Glauben. Je cite encore, cette mythologie n'était pas simplement anthropomorphique, comme d'autres aussi le sont, mais dans un sens plus précis, humaine, loin de toute demande excessive, de telle sorte, encore Burckhardt, que l'on pouvait vivre avec des dieux qui n'étaient pas moins assujettis au destin et qui ne cherchaient pas à être plus vertueux que les hommes et ne les poussaient pas à la désobéissance grâce à la sainteté qui appartient aux dieux des religions monothéistes. Fin de la citation. Ces longs détours, le sens caché, la médulla, avec Leo Spitzer et Leo Strauss, les backgrounds de la querelle, la raison du mythe de Blumenberg nous aident, j'espère, à comprendre les implications et la densité du jugement d'Étienne Pasquier, qui découvre le dessin du roman de la Rose, son ambition philosophique, philosophie naturelle, philosophie morale, les sentences cachées, et aussi le théâtre de la sagesse et de la folie. La chose peut nous surprendre, mais pas tellement, si on considère les écrivains auxquels Pasquier tribute son intérêt et son admiration.
Montaigne, Ronsard, Rabelais. Montaigne, personnage hardi qui se croyait et comme tel s'est laissé aisément emporter à la beauté de son esprit. Recherche de la France, c'est le livre 7. Ronsard, il n'est pas qu'un folâtrant, il ne passe d'un long entrejet des poètes qui voulurent faire les sages. Rabelais, le médecin lucianisant, c'est le grand Lucien de Samosata, l'auteur de Dialogue des morts, et ça qui pour le libertin et pour le XVIIIe siècle a une énorme, et avant aussi pour Rabelais, une énorme importance. Et c'est une belle définition. Alors, Pasquier dit le médecin lucianisant, l'être familière, et le Lucien, il revient toujours, ce sont les Luciens de notre temps dans les recherches, le livre 9 des recherches. Fort de cette compagnie, Montaigne, Ronsard, Rabelais, Pasquier nous propose une lecture du roman La Rose qui a pas mal d'affinités avec notre manière moderne de les lire, de l'interpréter, de l'écouter. Je vous remercie.